Merci d'abord à David et Marie pour l'invitation et l'organisation du colloque. Et donc, effectivement, j'essaie de répondre à cette question. Est-ce que la recherche de la correcte application du droit est une forme de militantisme? Donc, la première remarque porte évidemment sur le militantisme. Avant d'aborder réellement la question de l'articulation entre faits scientifiques et qualifications juridiques de bon juge, qui est le thème central de mon intervention, je prendrai quelques exemples personnels, parce que la commande des organisateurs évoquait des études de cas. Donc on parlera dans un premier temps du contentieux de l'aggrave en montagne, et puis dans un second temps on parlera des pesticides, de la condamnation de l'État l'année dernière pour carence motive dans la protection des écosystèmes. Donc, qui sont deux contentieux que j'ai menés avec d'autres personnes au sein d'un certain nombre de collectifs associatifs. Alors le militantisme, si militantisme il y a, réside ici dans une volonté réelle, c'est-à-dire la mienne, qui caractérise du moins, je l'espère, la presque totalité des juristes, de la correcte application du droit, ou plus exactement de la correcte application du droit telle qu'interprétée par moi-même. L'idée était donc de constater des lacunes ou des erreurs dans l'application du droit et de pallier ces lacunes par une action contentieuse, associative en l'espèce, pour rectifier les dites erreurs. Alors militantisme idéologique pour certains ou action démocratique basique pour d'autres, au choix. Mais en aucun cas, pour prolonger les propos liminaires de mon collègue privatiste modérateur tout à l'heure, si je l'ai bien entendu, en aucun cas de proposer une appréhension du droit de l'environnement. Moi, je ne suis pas du tout dans cette approche-là de l'appréhension du droit. Je reste en tant qu'universitaire strictement positiviste, ça c'est mon côté réaliste du droit, et je ne propose pas de lecture politisée de normes environnementales dans mes publications scientifiques. Donc il y a vraiment une dissociation entre ce que je produis en termes de publication et ce que je fais dans la vie de tous les jours, en dehors de mon travail. Dans mon domaine de spécialité, qui est le droit de l'environnement, les exemples des erreurs ou lacunes administratives sont légion, vraiment. Au-delà de mon propre point de vue, qui est évidemment biaisé, parce qu'on a tous une subjectivité. Pourquoi je dis ça? Parce que les annulations par les juges administratifs de décisions préfectorales ou d'arrêtés ministériels constituent une statistique robuste. Il y en a beaucoup. Ce qui fait en fait un objet d'étude intéressant, parce que la neutralité axiologique, qui nous caractérise a priori tous en tant qu'universitaires, permet de décrire les mécanismes de raisonnement, les justifications des censures ou des approbations d'actes administratifs par les juges. Ça, c'est ce que je fais dans les publications. Mais le fait d'utiliser ce savoir, c'est-à-dire la réflexion sur les mécanismes juridiques de production normative, pour mener ensuite une action contentieuse et évidemment un acte militant, et fait quitter la sphère de la neutralité axiologique que vous avez tous évoquée tout à l'heure ou ce matin. Mais en fait, c'est pas grave, parce que je n'agis pas ici en tant qu'universitaire, j'agis en tant que citoyen qui possède un savoir universitaire. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais cela ne remet pas en question du coup l'universitaire que je suis, qui s'efforce, dans mes travaux en tout cas, de mettre en œuvre la neutralité qu'on a tous en nous. Il y a donc une distinction chercheur-citoyen qui est basique à prendre en compte, même si le citoyen que je suis est ici le prolongement, en quelque sorte, le prolongement contentieux du savoir du chercheur, ce qui constitue l'originalité de ma démarche, qui en fait n'est pas très originale, parce que je connais quand même pas mal de collègues qui font aussi du contentieux. Je tiens à préciser que les contentieux introduits ces dernières années, c'est-à-dire ces 10 dernières années, ont affiné mes connaissances et mon travail de recherche avec une plus grande maîtrise des mécanismes de production de la règle de droit et des contours de la règle de droit. Avec ce point aussi intéressant où l'objet de recherche est parfois créé par l'observateur militant. Et les publications sur ces sujets, qui sont en réalité peu nombreuses, c'est-à-dire que je publie quand même assez peu sur les contentieux que j'ai initiés, sont toujours accompagnées de la mention de mon appartenance à l'association de défense de l'environnement à laquelle j'appartiens, dans un souci de déontologie que tout le monde trouvera évident. Alors, concernant les contentieux que j'ai faits et qui mènent à la fois la science et le droit, parce que c'est un peu le thème qu'on m'avait demandé de traiter, il y en a deux, je vais commencer par la montagne et puis après j'irai sur les pesticides. Le premier, c'est le cas de l'Aggrave. En montagne, l'Aggrave est une ville avec un sommet qui est mythique qui s'appelle la Neige, et il y a un point intéressant dans ce dossier, parce qu'on a voulu aménager cet endroit de la France, on a voulu aménager un glacier qui s'appelle le glacier de la Girose, et c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a un livre qui est aujourd'hui publié par 18 scientifiques, de toutes disciplines confondues, qui donnent leur point de vue, alors militant, sur l'aménagement de ce glacier de la Girose. Alors techniquement, je ne vais pas rester très longtemps dessus, mais c'est pour que vous compreniez comment la science vient s'insérer dans le droit. Il y avait une prolongation d'un pylône qui devait se faire en haute altitude, on a 3200-3600 mètres, on commence à toucher la haute montagne, avec des impacts sur une espèce végétale particulière qui est presque endémique au massif des Écrins, qui s'appelle l'Androsace du Dauphiné. Alors, en droit de l'environnement, pour détruire ce type de végétal qui est protégé, il faut une dérogation, qu'on appelle espèce protégée, qui est devenue un petit peu célèbre avec la 69, mais en réalité, ça fait 10 à 15 ans que c'est assez célèbre. Et cette dérogation est délivrée par le préfet en vertu d'un certain nombre d'articles du Code de l'environnement, 411-1 et suivant, mais ce n'est pas le lieu ici de développer.
Et le préfet est obligé de délivrer cette dérogation, enfin de donner, ou en tout cas de demander cette dérogation espèces protégées s'il y a des impacts suffisamment caractérisés sur des taxons protégés, donc faune et flore confondues. Or, le préfet des Hautes-Alpes, parce qu'ici on se situe dans les Hautes-Alpes, n'a jamais délivré cette dérogation. Pourtant, les impacts sont patents et manifestes. Avec plusieurs associations et des scientifiques, nous avons essayé, donc au sein de l'association à laquelle j'appartiens, pour l'instant, alors sans succès, parce qu'on a quand même fait plusieurs recours. Après, ça concerne vraiment que les juristes, les autres ne comprendront pas, mais pour les juristes, ça vous donnera quand même un ordre d'idée. On a fait dans l'ordre et en 5 mois, on a fait un recours pour excès de pouvoir, on a fait un référé suspension, on a fait un référé liberté, on a fait un référé suspension de nouveau sur un autre acte administratif, et après on a fait un recours en cassation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les a tous perdus pour l'instant. Et notre visée, c'était de faire reconnaître juridiquement les impacts des travaux à la fois sur les spécimens des végétaux et sur leurs habitats. Et pour l'instant, on a perdu. Alors la question qui devient intéressante, c'est pourquoi on a perdu? Parce que l'argumentaire juridique, évidemment, il est robuste. Et à mon sens, on a perdu pour plusieurs raisons. Et on va dire que le militantisme, ici, il réside dans la volonté de faire appliquer une norme qui, juridiquement et scientifiquement, n'est pas respectée. Alors évidemment, selon nos propres points de vue. Et cette norme, c'est la préservation de l'habitat d'un végétal protégé, ce qui est extrêmement rare dans le contentieux. La difficulté provient, selon moi, de l'absence d'acculturation des hauts fonctionnaires, singulièrement des préfets, et de l'ensemble du corps préfectoral de façon homogène, et des juges administratifs à la science de l'écologie et de la conservation et à la science de l'écologie fonctionnelle. Moi, il se trouve que je suis prof de droit de l'environnement en faculté de biologie pour DM2 d'écologie de la conservation et d'écologie fonctionnelle. Ce que je raconte sur ce cas-là est compris en 1 minute. Et donc, du coup, ce qui rend compliqué cette absence de culture, de savoir scientifique par les hauts fonctionnaires et éventuellement par certains juges administratifs, c'est la réception de ce savoir dans les raisonnements prétoriens ou préfectoraux. Et ce type de recours, donc le recours de contestation d'aménagement en haute montagne et de violation pour moi manifeste des règles de droit de l'environnement, a pour vocation évidemment de contester le projet en lui-même et de préserver la biodiversité protégée, mais aussi de mettre en branle un processus d'acculturation au-delà des questions juridiques nouvelles que le projet soulève. Acculturation à la fois des préfets et aussi des juges administratifs. De ce point de vue-là, et uniquement de ce point de vue-là, c'est un acte militant couplé à un objet d'étude nouveau, parce qu'avec ce type de recours, et le contentieux de l'aggrave en particulier, on a fait émerger des questions juridiques nouvelles qui n'étaient pas forcément traitées d'ailleurs par les universitaires, notamment par moi-même. Le temps passe vite, c'est fou. Deuxième point que je voulais traiter, deuxième thème, sur les pesticides. Alors, les pesticides, c'est extrêmement dense en ce moment, ça ne l'était pas beaucoup il y a encore une dizaine d'années. On a fait une action avec un certain nombre d'associations, 4 autres, qui provenaient d'un constat scientifique, pour le coup, pas d'un constat juridique, qui était que l'effondrement du vivant, notamment en biomasse, est déjà à l'œuvre sur l'ensemble des faunes, que ce soit l'entomofaune, l'avifaune, l'aquafaune, et quelque chose qui n'est jamais caractérisé juridiquement, la faune du sol. Et donc le constat à l'origine de l'action contentieuse qui s'appelle Justice pour le vivant et qui a abouti à la condamnation de l'État pour carence fautive dans la protection du vivant, a plusieurs causes, évidemment. Il a d'abord ce constat scientifique, mais aussi un constat juridique qui était une absence de respect d'un certain nombre de règles qui se trouvaient dans le Code de l'environnement et dans le droit de l'Union. Et donc on s'est attaqué à plusieurs questions juridiques pour essayer de faire condamner l'État, notamment la question de la pollution de l'ensemble des milieux par les pesticides, qui résulte, de notre point de vue, d'une cause fondamentale. Il y en a plusieurs, on est évidemment sur des problématiques ici qui sont multifactorielles, mais qui découle d'une cause qui est facilement identifiable et que nous on avait identifiée dans le droit, c'est la carence fautive de l'État dans les protocoles d'évaluation des produits phytopharmaceutiques pour les mettre sur le marché. Et il y en a plusieurs, des carences fautives dans cet aspect-là des choses. Donc encore une fois, là, c'est pas forcément militant ou pas militant, il suffit simplement de regarder les protocoles d'évaluation des phytos et de faire un tout petit peu de science et de comparer les deux pour mettre au jour les carences de l'État. Il y en a 3 qui sont vraiment flagrantes. En réalité, il y a 8 moyens qu'on avait développés, mais j'en prends 3 parce que là, j'ai pas le temps de développer tout ça, puis ça ne porte pas là-dessus, l'essentiel de mon intervention. La première, c'est que l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, donc l'impact des phytos sur les espèces, ne se fait pas sur les bonnes espèces qu'on appelle dites pertinentes. Typiquement, pour vous donner 2 exemples pour que vous compreniez, pour l'ensemble des pollinisateurs, on ne va tester que sur Apis mellifera, donc l'abeille domestique. On ne va jamais tester sur les papillons, on ne va jamais tester sur les autres types d'abeilles sauvages ou sur les bourdons, ce qui pose un problème parce que physiologiquement, ce n'est pas du tout les mêmes types d'organismes. Deuxième exemple pour que vous compreniez tout ça,
juger de l'impact des phytos sur les différentes faunes, du sol notamment, on va prendre un ver de terre qui s'appelle Eisenia fétida, que vous retrouvez dans les terres de compost, pas du tout dans les champs cultivés. Et donc, il y a d'autres vers qui auraient pu être pris pour regarder l'impact des phytos sur les vers de terre, notamment, je pense, à Caliginosa. Et il se trouve que ce ver de terre est beaucoup plus sensible à l'impact des phytos que celui qui est utilisé, qui s'appelle fétida. Et donc, du coup, il y a une impertinence des espèces qui sont prises pour évaluer l'impact des phytos sur les différentes faunes. Première carence. Deuxième carence, il n'y a pas de test de ce qu'on appelle de chronicité, il n'y a pas de test de toxicité chronique sur les différentes faunes. On ne fait que de la toxicité aiguë de 0 à 15 jours. Or, les effets des phytos sur les faunes, ils ne se font pas de 0 à 15 jours. Ils se font sur des temps qui sont beaucoup plus longs, qui dépassent parfois même les années pour les produits de dégradation des pesticides. Carence manifeste, clairement. Hein. Pareil, on ne teste pas les effets sublétaux, parce que les effets létaux, ça ne va pas, parce qu'il y a pas mal d'effets sublétaux qui existent et qui sont répertoriés par la science et qui ne sont pas pris en compte. Troisième carence manifeste, et encore une fois, elle n'était pas très compliquée à comprendre, c'est qu'il y a une absence complète d'évaluation des effets cocktails des produits entre eux. Or, la plupart des légumes, des fruits et des céréales ne sont pas traités avec un seul produit qui est composé d'une substance active et de coformulants, mais ils sont traités avec plusieurs produits, des fongicides, des insecticides, de tout cumulé. Ça, c'est jamais traité, jamais. Et donc, nous, ce qu'on disait, qui n'était pas extraordinairement complexe à comprendre, c'était qu'on identifie l'impact des phytos sur les faunes, et ça, la science a des multiples études. Mais quand je dis des multiples, c'est 3000, 4000, 5000 études sur ces 15 à 20 dernières années, qui permettent de mettre au jour ce constat-là, et ensuite on qualifiait juridiquement ce constat pour ce qu'on appelle entraîner la responsabilité de l'État pour carence fautive. Et donc du coup, l'essentiel de cette affaire, et c'est un acte militant de remettre en adéquation le droit avec la pratique française en réalité, donc c'est beaucoup plus un acte de correcte application du droit, en l'occurrence le droit de l'Union européenne, qu'un acte militant qui viendrait changer les textes issus des politiques. C'est là où se niche, selon moi, l'absence de militantisme, on va dire politique, pour rentrer dans un militantisme de la correcte application du droit. Et donc, ce recours avait pour but, il a toujours pour but, c'est pour ça que je ne peux pas trop m'exprimer dessus, parce que la Cour administrative d'appel de Paris va se prononcer sous peu, c'est-à-dire en 2025, sur le jugement du tribunal administratif de Paris qui a entraîné la condamnation de l'État. Mais pour moi, le militantisme ici réside dans la mise au jour des défaillances de l'État dans les protocoles d'évaluation et dans la caractérisation juridique de ces protocoles défaillants. Or, scientifiquement, il n'y a pas de controverse. Il n'y a pas de controverse. Les phytos ont un impact délétère sur l'ensemble des faunes et ils sont mal évalués. Mais l'enjeu juridique est de faire reconnaître un lien direct et certain, en droit de la responsabilité, entre le préjudice écologique de l'effondrement du vivant et les défaillances que je viens de mentionner. Donc si militantisme il est très circonscrit juridiquement, en sachant, en plus à côté, vous en avez un petit peu parlé avant, que l'enjeu est fondamental en termes de préservation de la biodiversité dans son ensemble, mais là on rentre dans une dimension politique qui n'irrigue pas le recours juridique. Je voudrais finir cette intervention par une conclusion en réalité qui est peu originale, c'est que l'investissement, que je préfère au terme militant, car il est moins connoté médiatiquement, on va dire c'est comme ça, alors tout dépend de la définition stipulative que l'on prend du terme de militant, mais enfin, on va dire investissement. En plus de ça, il recouvre la dimension temporelle qui a été évoquée juste avant moi en termes de bénévolat, en termes de temps consacré. Donc cet investissement dans le contentieux est en réalité une volonté de recherche de la correcte production de la règle de droit, bien davantage qu'un engagement politique qui vise à modifier les textes. Dans les deux cas, de toute façon, en démocratie, la chose est banale, et dans le monde universitaire du droit, ces liens-là existent de toute façon. Et je pense d'ailleurs que la pratique contentieuse fait plus qu'irriguer les raisonnements des universitaires, elle doit être enseignée et faire l'objet de recherche, car selon mon courant de pensée théorique, qui est la théorie réaliste du droit, je pense que c'est là que se niche véritablement le lieu de production de la règle de droit. Donc cet investissement est le prolongement en fait dans la société civile de mes recherches juridiques. En cela, c'est clairement un acte militant totalement compatible avec le cadre juridique des fonctions universitaires. Je rajouterais de façon évidemment subjective que cet investissement est nécessaire au regard des périls climatiques et biodiversité qui seront chaque jour plus pressants, mais que la distinction qu'il y a entre le citoyen et l'enseignant-chercheur est une distinction qui est une distinction à la fois juridique, organique et fonctionnelle,
et que le militantisme ne réside pas dans la publication des travaux. Et quand c'est le cas, moi, systématiquement, j'indique dans l'intitulé des titres mon appartenance à une association. Et quand je publie sans avoir un prix associatif, je publie en essayant de respecter une neutralité axiologique. Et là, je ne suis pas dans la correcte application de la règle de droit, je suis dans la critique éventuellement des raisonnements qui ont été mis en œuvre par les acteurs du droit. Les deux objets sont véritablement distincts et sont totalement compatibles, sauf à considérer que les chercheurs ou les enseignants chercheurs ne peuvent exercer d'activités citoyennes contentieuses, ce qui, si un jour c'est le cas, mettrait en cause un des fondements de notre démocratie et on signerait le fait qu'on ait changé de régime. Il est exactement 15h37, j'ai fait 18 minutes, donc c'est plutôt pas mal parce que j'avais plus de trucs. Merci beaucoup.